Au sommaire de ce premier numéro des ateliers d'IFTM, gros plan sur la destination France. Comment les territoires et les acteurs du tourisme réceptif abordent-ils l'année 2021 après la pandémie de Covid-19 qui a durement frappé la planète? Toutes les réponses en compagnie de François-Xavier Isnik et ses invités. Bonjour à tous et bienvenue sur les ateliers d'IFTM, une émission hebdomadaire sur le tourisme dont la diffusion commence en ce début du mois de janvier et que vous pouvez retrouver sur la web TV du site internet de l'IFTM. Avant de commencer, j'aimerais tout de suite passer la parole au directeur général d'IFTM. J'ai nommé évidemment Frédéric Lorin. Merci François-Xavier et bonjour à tous. En effet, suite au report d'IFTM 2020, nous nous sommes appliqués à faire perdurer le lien avec vous, ce lien auquel nous sommes si attachés. Je suis donc très heureux de lancer aujourd'hui le premier épisode des ateliers d'IFTM et de vous proposer ainsi un rendez-vous hebdomadaire sous forme de table ronde thématisée et de formation autour des différents secteurs d'activité du tourisme. Alors, retrouvons-nous chaque semaine, de janvier à mai, pour parler hôtellerie, distribution, tour operating, destination, aérien, croisière, business travel et bien d'autres sujets encore. C'est l'occasion de donner la parole aux acteurs du tourisme et de vous permettre de rester en contact en apportant de l'expertise et du service accessible à tous. Le tout dans un format web TV innovant et dynamique. J'aimerais maintenant passer la parole à Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'inaugurer cette nouvelle initiative que sont les ateliers d'IFTM. Bien, mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de profiter de ce moment pour vous souhaiter une belle année, plein de bonnes choses. Il est vrai qu'on en a bien besoin dans ce secteur du tourisme qui a été touché de plein fouet. Alors écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va continuer à se battre ensemble, se battre pour le rebond et surtout pour vaincre ce fichu virus qui entrave tant les déplacements, la mobilité et le tourisme, qu'il soit de loisirs ou d'affaires. Alors moi je suis ravi d'être parmi vous, certes en distanciel, pour le lancement de ces ateliers d'IFTM, parce qu'on retrouve là, eh bien voilà, la patte créative de Frédéric Lorin, qui me donne l'occasion et le plaisir de m'adresser à vous toutes et vous tous, qui plus est, encore une fois, en ce début d'année. Alors, je veux dire à Frédéric, vraiment bravo pour cette initiative nouvelle, ces rendez-vous hebdomadaires qui vont être proposés en format digital de janvier à mai pour toute la communauté que nous formons, cette communauté du tourisme, des professionnels, des amoureux du tourisme, la communauté des agents de voyage. C'est une nouvelle séquence finalement qui s'ouvre dans l'histoire dans l'histoire déjà riche d'IFTM Top Resa. Et surtout, on a là un format intéressant, un peu web télé, c'est pas le énième Zoom, on en a beaucoup fait les uns et les autres, beaucoup soupé si je puis dire. Et là, il y aura, je crois, beaucoup de fond, beaucoup de débats grâce à ces modules de 45 minutes où vous allez balayer l'ensemble des sujets du tourisme, de loisirs ou du voyage d'affaires, en donnant la parole aux acteurs, en enrichissant le débat et en réfléchissant, en se projetant vers l'avenir. Et donc on en a bien besoin. Donc vraiment, bravo pour cette initiative, mais ça ne m'étonne pas de la part de Frédéric et de ses équipes. Et je veux saluer également François-Xavier Isnik, qui sera un peu le médiateur, celui qui va animer en tous les cas ces plateaux. Et puis, il y a également tout le volet formation qui va être mis en place. Alors là, effectivement, ça sera à travers les plateformes traditionnelles qu'on connaît, Zoom, mais je veux saluer les partenariats qui ont été noués avec Travel Pro, avec Travel Insight, avec Equinox ou ATD pour le tourisme durable. Je suis sûr que chacun va trouver chaussure à son pied, va trouver en tous les cas une occasion de travailler, de préparer l'avenir. Et encore une fois, on en a bien besoin pour préparer ce rebond, parce qu'un chiffre, un seul, je ne vais pas vous assommer,
Mais pendant près de 10 mois, c'est finalement 80% de baisse d'activité. Et donc une onde de choc économique qui est totalement sans précédent. Et surtout, derrière ces chiffres, il y a les visages d'entrepreneurs, de salariés, d'hommes et de femmes, vous qui êtes là aujourd'hui. Et donc depuis le début, avec le président de la République, on a eu à cœur d'être à vos côtés. Je me souviens, il a fallu en quelques heures, quelques jours, boutiquer le dispositif des avoirs pour permettre de préserver les trésoreries. Ensuite, il a fallu aussi très vite mettre en place fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, exonération de charges, bref. Et puis, on a travaillé sans cesse. Je pense à nos amis des EDV pour peaufiner les dispositifs, y compris au mois de décembre, trouver des dispositifs encore plus satisfaisants. Eh bien, sachez qu'on va continuer naturellement tant que la crise durera. Parce que ce tourisme national, qu'il soit en réceptif en France ou bien en envoyant nos Français à l'étranger, c'est un pan majeur de notre économie, c'est une pépite, un joyau. Alors c'est vrai que j'ai une petite faiblesse pour le tourisme bleu-blanc-rouge et son attractivité. Je sais que ça va être d'ailleurs, je crois, le premier thème de la web télé. Donc merci en tous les cas d'y avoir pensé, de voir comment ce tourisme tricolore va pouvoir repartir, parce que oui, la France sera de retour, et puis je crois que le secteur a montré une énorme résilience par le passé et qui va la montrer à nouveau dans les prochains mois. Et cet été d'ailleurs, on a eu une petite parenthèse estivale qui s'est pas mal passée dans un certain nombre de territoires. Je dis un certain nombre parce qu'on sait que dans d'autres ça a été très compliqué. Je pense à Paris, à l'Île-de-France, aux métropoles. Mais je suis persuadé que grâce à vous, on va pouvoir inventer un tourisme qui prenne toujours plus en compte les souhaits des clients, les évolutions de la société, plus de durabilité, une expérience digitale aussi peut-être renouvelée. Et de ce point de vue-là, on va vous y aider aussi. On a un fonds tourisme durable auquel j'ai tenu, doté de 50 millions d'euros. Et puis on travaille avec le comité de filière tourisme. Vous avez beaucoup de représentants parmi vous qui y siégez. Donc écoutez, on continue l'aventure ensemble. Elle est faite, on l'a vu, de haut et de bas. Mais comme le disait grand homme politique, Jacques Chirac, il faut savoir mépriser les hauts et repriser les bas. Donc c'est ce qu'on fait pour repartir de l'avant. Et je veux dire que j'espère vraiment que les semaines vont passer et qu'on va se retrouver très vite, début octobre, entre le 5 et le 8, pour pouvoir cette fois-ci inaugurer IFTM Top Resa, vraiment le salon de retour. Je crois chaque année j'ai été présent depuis 2017 pour être à vos côtés dans ce moment fort et j'espère pouvoir y planter ma tente aussi. Donc en octobre prochain et d'ici là, on reste en contact, on continue à travailler ensemble. Merci pour tout et puis haut les cœurs, courage, on va y arriver ensemble. Merci Frédéric, merci Monsieur le Ministre. Pour cette première émission, nous allons nous intéresser à la destination France et nous poser une simple question. 10 mois après le début de la pandémie du Covid-19, dans quel état d'esprit les territoires et les acteurs du tourisme réceptif abordent-ils l'année 2021 ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Patricia Lino. Patricia, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de France DMC Alliance, le premier réseau de réceptifs présent dans chacune des régions françaises. À ma gauche, on a le plaisir aussi d'accueillir Laurent Cormier. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes le directeur délégué d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et puis également avec nous, mais en visioconférence, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l'Agence du tourisme Corse. Bonjour Marie-Antoinette, vous nous entendez bien ? Oui, bonjour, je vous entends parfaitement. Eh bien, c'est parfait. Bonjour Marie-Antoinette. Et enfin, également à distance, depuis Bordeaux, Didier Arinaud, président du cabinet ProTourisme, qu'on ne présente plus. C'est évidemment l'un des meilleurs spécialistes du tourisme en France. Bonjour Didier, vous nous entendez bien ? Je vous entends très bien, bonjour à tous. Bonjour Didier, c'est parfait. Je vous propose tout de suite d'ouvrir notre première rubrique intitulée « La phrase du jour ».
Didier Arinault, c'est avec vous que nous allons commencer. Avant de faire un bilan du tourisme en France en 2020, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette phrase qui s'affiche donc à l'écran. Je vous la lis, nous avons tous bien conscience que le secteur du tourisme est au bord du précipice. Elle a été prononcée le 11 octobre dernier par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au tourisme, soit finalement quelques jours avant le deuxième confinement. Près de 3 mois après, on est début janvier, Didier. Pensez-vous que le secteur du tourisme ne pourra éviter des vagues de licenciements et des faillites une fois que l'État, évidemment, aura retiré sa perfusion? Alors, si on prend les choses du bon côté, je vais vous faire une confidence. Cette année 2021 sera meilleure que l'année 2020. Bonne année à tous. Et ça, on en est certain. Une crise absolument incroyable dans le secteur du tourisme, puisque nous avons perdu au niveau mondial plus de 900 millions de touristes internationaux, en milliards, 900 milliards de dollars de pertes de chiffre d'affaires pour l'ensemble des acteurs du tourisme, 300 millions d'emplois qui ont été perdus, dont 100 millions de personnes qui sont retournées dans les champs, en Asie, en Amérique latine, sur tous les continents. Et pour des raisons toutes simples, c'est qu'ils n'ont pas l'airbag social que nous avons en France et en Europe. Et donc, ces gens ont dû retourner pour subsister dans les champs. Ce que l'on voit au niveau français, c'est que le secteur du tourisme, on parle toujours des 1,3 million d'emplois salariés, mais n'oublions pas qu'il y a aussi 700 000 emplois non salariés, ce qui fait 2 millions. Et quand on additionne les emplois indirects et induits, il y a 4 millions de personnes qui travaillent autour du secteur du tourisme, plus ou moins directement, dans notre pays. Donc c'est un secteur qui est tout à fait considérable, à la fois en nombre d'emplois, mais aussi dans l'équilibre des territoires, car dans bon nombre de nos territoires, sans le complément de l'activité touristique, il n'y aurait plus d'activité du tout. Il y a à l'heure actuelle 300 000 à 500 000 emplois qui sont sur la corde raide, et on sait qu'à partir du moment où il n'y aura plus d'aide, ces emplois vont disparaître. Et ça, c'est une véritable inquiétude. Et ça suppose, par conséquent, de pouvoir avoir des aides de soutien à l'emploi. Et de notre côté, chez ProTourisme, ce que l'on souhaite privilégier, en tout cas ce que l'on souhaite être mis en œuvre, c'est des réductions de charges patronales pour les entreprises du tourisme. On pourrait très bien imaginer une suppression de 90% des charges patronales en 2021, puis 60% en 2022 et 30% en 2023 pour permettre d'avoir un souffle et surtout pour privilégier l'emploi et ne pas soutenir des entreprises qui, de toutes les façons, disparaîtront. Alors Didier, je me permets de vous couper parce qu'il y a un chiffre peut-être encore plus inquiétant que nous allons découvrir à l'écran. Plus de 10 milliards d'euros ont été distribués aux entreprises du tourisme sous forme de PGE, ce qui signifie évidemment que dans moins d'un an, nombre d'acteurs risquent de se retrouver devant un mur de dettes. Et oui, parce qu'on parle des aides gouvernementales, mais lorsqu'il s'agit du PGE, c'est juste un prêt. C'est-à-dire que ça ne fait qu'endetter les entreprises touristiques. Il va bien falloir qu'elles le remboursent, ce prêt. Alors bien sûr, elles pourront l'étaler dans le temps, mais on voit bien qu'avec une reprise qui va se faire de façon extrêmement progressive en fonction de l'évolution de la pandémie et de la mise en œuvre d'une vaccination efficace, ce dont on n'est pas totalement certain sur la rapidité de cette mise en œuvre. Pendant ce temps, on va avoir une reprise qui va être une reprise relativement lente sur l'année 2021 du secteur du tourisme. Donc, les entreprises touristiques vont continuer à être fragilisées. Et or, à l'issue de cette année, il va bien falloir qu'elles remboursent ou qu'elles étalent le remboursement. Donc, cette charge supplémentaire, certains n'auront absolument pas la capacité de le rembourser car leurs marges sont beaucoup trop faibles. Je pense notamment aux restaurateurs. On peut se poser la question aussi sur bon nombre d'agences de voyage qui vont avoir non seulement le remboursement du PGE, mais aussi tous les avoirs qu'elles ont en trésorerie et qu'il va falloir qu'elles rendent à leurs clients ou alors qu'elles leur permettent de voyager. Et donc, ça sera un coût pour ces entreprises. Et puis, il y a toutes les entreprises qui ont déjà consommé le PGE et qui, avec ce deuxième confinement, sont quasiment en cessation de paiement. Donc, on voit que c'est un mur de dette pour un secteur qui va perdre en France entre 70 et 80 milliards d'euros lorsque nous aurons les chiffres définitifs de chiffre d'affaires sur
sur cette année. On reviendra à ce chiffre, Didier, pardonnez-moi, parce que vous allez un peu vite. On va revenir au bilan de l'année 2020 un peu plus tard. Laurent Cormier, vous êtes le directeur délégué d'Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent, justement, dans quel état d'esprit aujourd'hui sont les acteurs de votre région, plus que de l'inquiétude? On imagine évidemment de la colère après la décision du gouvernement d'interdire les remontées mécaniques pendant les vacances de Noël. Est-ce que cet épisode est un peu passé et maintenant on se projette un peu plus? De la colère, oui, bien sûr, en raison des annonces changeantes du gouvernement de ce mois de décembre. Des inquiétudes également sur l'absence de visibilité, c'est-à-dire que les professionnels de la montagne ont attendu de longues semaines avant de connaître la date fatidique de l'ouverture des domaines skiables et donc de la possibilité d'exploiter. Donc c'est vrai que cette fin d'année, c'est 120 000 emplois saisonniers en montagne française qui sont en jeu. Donc les professionnels demandaient une date au gouvernement qui n'est pas venue ou qui est venue très tardivement à l'approche même de la saison touristique classique. Du coup, c'est des taux d'occupation aujourd'hui qui sont en recul de plus de 20% pour les Alpes du Nord. C'est forcément des pertes d'exploitation sèche. Et à la fois, je dirais que se révolter ou s'adapter, il n'y a guère d'autre choix dans la vie et que les professionnels de la montagne se sont adaptés comme jamais pour offrir des conditions d'annulation et de réservation aussi flexibles qu'inédites. Et puis en même temps, toutes les études récentes montrent que nos concitoyens veulent partir pour 4 sur 10 à la montagne cet hiver. Donc c'est sûr que cette fin de saison, si on peut dire, même si elle est quand même largement amputée, s'annonce plutôt sous de meilleurs auspices. Mais colère et inquiétude, très clairement. Alors, colère, inquiétude en Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce les mêmes sentiments qui dominent chez les opérateurs touristiques corses, Marie-Antoinette Maupertuis? Oui, bien évidemment, sauf que pour nous, les choses sont un peu décalées. La catastrophe est arrivée en mars dernier, au moment même où tout le monde allait ouvrir pour la saison 2020. Les trésoreries étaient à sec, donc imaginez le choc, le véritable choc lorsque on ne peut plus rejoindre la Corse parce qu'il n'y a plus de transport aérien et maritime. Je rappelle qu'évidemment, nous sommes une île et que c'est un choc de mobilité d'abord. Donc mars, avril, mai, juin, une chute de nos PAX de 98% à un moment donné. Les gens, effectivement, les acteurs du tourisme se sont battus et dans le brouillard, malgré un beau mois de mai radieux, ont essayé d'anticiper et ils ont bricolé au mois de juin, pour le dire crûment, et puis juillet, moins 30, août, moins 20, et on espérait une belle arrière-saison, parce qu'il fait toujours chaud ici, qu'il y a un bel été indien. Les Allemands, les Autrichiens viennent souvent faire le GR20 chez nous à ce moment-là. Et puis là, vacances, on tombe en zone rouge, bien sûr, et puis vacances de la Toussaint, des mesures qui tombent, plus de bars, plus de restaurants. Donc, évidemment, l'inquiétude, parce qu'il y a tout ce passif derrière. Il y a un endettement colossal, comme ça a été évoqué par Didier tout à l'heure. Et puis, des vacances de la Toussaint, des vacances de Noël, évidemment, très mauvaises. Et puis, il y a l'avenir. Donc, il y a la prochaine saison à préparer. Sauf qu'avant de préparer, il faut quand même sauver le tissu productif. Parce que la reprise, c'est une chose, mais il faut d'abord sauvegarder. Donc, c'est très compliqué. Donc, de l'inquiétude, évidemment, une très forte angoisse. Et puis une incompréhension également, une incompréhension sur certaines mesures. Lorsqu'en plein milieu des vacances de la Toussaint, alors même que dans l'île, il y a encore du monde, eh bien, du jour au lendemain, on arrête les restaurants, qu'on ne trouve même pas un restaurant pour pouvoir dîner le soir. C'est très compliqué, c'est mal perçu. Donc une attente évidemment des acteurs aujourd'hui qui est très très forte. Avec des mesures beaucoup plus concertées, parce que je le rappelle... On va avancer, Marie-Antoinette, on va avancer parce que le temps nous presse, mais on reviendra, ne vous inquiétez pas, sur le bilan encore. J'aimerais qu'on termine ce petit tour de table sur l'état d'esprit avec Patricia Lino. Je disais, vous représentez une association de réceptifs. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, plus de 10 mois après le début de cette pandémie ? Alors nous avons ressenti les premiers dégâts dès janvier, parce qu'en fait nous travaillons avec une clientèle lointaine. Donc dès le mois de janvier, nous avons eu les annulations des clientèles asiatiques.
Et puis ensuite, l'annulation des clientèles affaires françaises pour les grands groupes dès le mois de février. Donc certains d'entre nous sont arrêtés totalement depuis 1 an. C'est évidemment l'inquiétude, forcément. Nous avons pratiquement tous pris des PGE ou autres aides gouvernementales ou régionales, comme le prêt rebond par exemple. L'objectif est de tenir l'entreprise à bout de bras et de pouvoir repartir dans les meilleures conditions qui soient en ce début d'année 2021. Alors, après le coup sur la tête comme tout le monde, on s'est d'abord dit, bon, on va sûrement redémarrer en septembre. Et puis, on a vite compris en juin qu'on n'allait pas redémarrer cette année, parce que justement, les clientèles lointaines ne seraient pas au rendez-vous. Donc, on a retroussé les manches et nous avons décidé d'adapter nos offres, de fabriquer différemment pour pouvoir mieux rebondir en 2021 ensemble. Ça, on en reparlera en effet de votre adaptation pour préparer la reprise, évidemment. J'aimerais qu'on tire un bilan maintenant un peu plus précis de cette pandémie. C'est notre rubrique en chiffres. Alors, vous voyez les chiffres s'afficher à l'écran, les chiffres du tourisme en France. C'est 90 millions de touristes en 2019, ça représente 7,5% environ du PIB et ça représente quasiment 2 millions d'emplois au total. Didier Arinaud, votre cabinet ProTourisme a publié récemment son estimation. Alors, son estimation, c'était en effet juste avant le deuxième confinement. On était à 60 milliards d'euros de pertes. Le chiffre est vertigineux. J'imagine qu'après le deuxième confinement, et puis les vacances de Noël étant passées, ce chiffre n'a cessé d'augmenter, c'est ça ? Absolument. On est dans des pertes aux alentours de 75 à 80 milliards d'euros cette année. C'est tout à fait considérable, avec plus de 35 milliards d'euros pour le seul secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Mais on voit un impact aussi tout à fait considérable pour le secteur de l'événementiel, pour les transports, avec des chutes vertigineuses et des aides d'ailleurs de l'État tout aussi vertigineuses pour essayer de sauver le secteur du transport et puis l'ensemble de la filière. Mais au-delà de ce qui est calculé dans les 7,5% du PIB, pensons aussi, et on s'en rend compte, et ça c'est tout l'intérêt, si je puis dire, de cette crise, c'est que ça a mis aussi au grand jour tout l'intérêt de l'activité touristique, c'est-à-dire l'impact sur les agriculteurs, sur les viticulteurs, sur les ostréiculteurs. Il y a des grands noms de l'ostréiculture qui ont déposé le bilan parce que leurs débouchés, ce sont à la fois d'un côté les touristes et puis de l'autre côté les restaurateurs. On le voit aussi avec Evian qui a perdu 20% de sa production pour une raison simple, c'est qu'il n'y a plus les débouchés dans la restauration. Et puis, c'est tout l'écosystème touristique, tous les petits producteurs, tous les circuits courts qui alimentent les restaurateurs, qui alimentent aussi les marchés lorsqu'il y a une présence touristique. Et donc, on voit bien le caractère vertueux. Enfin, on peut parler du caractère vertueux du secteur du tourisme, car notre secteur, y compris d'ailleurs ses principaux acteurs, avait tendance à se flageller en parlant systématiquement de surtourisme, alors que c'est plutôt le fait de destinations extérieures. Et nous, justement, en France, nous avons un tourisme qui est plutôt plus vertueux, qui pourrait s'améliorer, mais dans lesquels le développement des circuits courts, du fait d'avoir une activité au sein des vallées, des territoires, des lieux identitaires, et d'ailleurs, précisément, c'est ce que les clientèles recherchent. On va en reparler un peu plus tard, ça, Didier. Didier, on va en reparler en effet un peu plus tard de ce tourisme de proximité dont vous parlez. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que le bilan, en effet, dépasse largement les acteurs du tourisme. Simplement, il y a tout un écosystème derrière qui est évidemment touché par cette pandémie en lien avec le tourisme. Alors, Laurent Cormier, je le rappelle, vous êtes directeur délégué d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Quel bilan, faites-vous de cette année 2020 ? J'ai envie de dire, pour être un peu sur une note d'optimisme, tout n'a pas été noir quand même. Jamais, en effet, je crois, les stations alpestres n'avaient accueilli autant de touristes l'été dernier. C'est donc déjà un petit point positif dans cet océan de mauvaises nouvelles. Oui, alors tout d'abord, on va parler de chiffres que l'on a déjà, des chiffres consolidés. C'est pour ça que
Je voudrais découper l'année 2020 en plusieurs morceaux. Je ne vais pas paraphraser ce que vient de dire Didier Arrino sur effectivement les dommages collatéraux. Et il y en a, en effet, tout le secteur agricole, le secteur de la viticulture, par exemple. Quand on parle de nos touristes, c'est difficile de montrer des savoir-faire et d'inviter les gens dans des caveaux quand on n'a plus d'histoire à raconter et qu'on n'a plus de vente de vin dans les restaurants. Sur les chiffres que l'on connaît en Auvergne-Rhône-Alpes, d'abord, je dirais que le premier confinement a été très douloureux pour l'activité économique de notre région, puisque ça a correspondu à une perte de 30 millions de nuitées, notamment avec l'amputation de la saison d'hiver dernière, déjà de 6 semaines d'exploitation. Donc ces 6 semaines d'exploitation ont pesé évidemment très lourd dans la perte sèche des acteurs touristiques qui s'est élevé sur ce premier confinement à plus de 2 milliards d'euros en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est absolument considérable, c'est 12% de la consommation touristique annuelle de notre région. L'été, j'y viens. En effet, l'été a été un bel été, même si celui-ci a un poids somme toute relatif par rapport à la saison d'hiver dans notre région. Mais c'est un très bel été où effectivement, après le premier confinement, eh bien, nos visiteurs et tout un chacun a eu besoin de prendre l'air, besoin de se retrouver. Et on a eu notamment, nous, un gros engouement de la part des habitants même de notre région qui, avant la pandémie, pesaient déjà 28% de la fréquentation de notre tourisme et qui est monté pratiquement à 50% cet été dans notre région, puisqu'il y a 8 millions d'habitants dans notre région. Donc cet aspect aventure près de chez soi a très bien fonctionné l'été dernier, en altitude, mais pas que, dans des zones aussi un petit peu hors les sentiers battus. Et le public a recherché, en effet, cet été, des grands espaces naturels. Et puis, les activités outdoor ont globalement été plébiscitées. Donc, la fréquentation estivale dans notre région a été bonne, même plutôt très bonne, et presque a battu des records à la montagne, même si pour finir le bilan de l'année, eh bien effectivement, là on repart sur une saison d'hiver 2020-2021, à nouveau amputée de ses vacances et à peu près de 20% de chiffre d'affaires avant même de démarrer. Alors Marie-Antoinette Maupertuis, on voit Auvergne-Rhône-Alpes a plutôt eu un bon été, on va dire comme ça. Alors vous, ça n'a pas été le cas malheureusement en Corse en raison de la problématique transport évidemment qui change tout. Est-ce que vous avez pu chiffrer l'impact du manque à gagner de la Corse depuis le début de la pandémie? Il y a un chiffre qui apparaît à l'écran pendant que vous allez répondre, Marie-Antoinette. Je rappelle que le tourisme en Corse, c'est 3,5 millions de visiteurs par an. Et un chiffre qu'on ne connaît pas, peut-être pas forcément en tout cas, c'est que le tourisme représente 31% du PIB corse. Donc c'est colossal par rapport à d'autres régions. Les pertes dans le tourisme en Corse sont à la hauteur de ce que représente le tourisme dans le PIB régional, à savoir 31% de la richesse produite. Si on met en regard par rapport à la moyenne nationale, c'est 7,5%, ça a été dit par Didier tout à l'heure. Donc nous avons perdu 50% de nos nuitées, donc une chute de fréquentation de 48%, donc 2 milliards de pertes sèches uniquement pour le tourisme et évidemment un effet domino sur les secteurs d'activité amont et aval, les fournisseurs, tous les gens qui offrent des produits aux services touristiques, bien évidemment, les blanchisseries, l'agroalimentaire, tout ça a été très bien décrit tout à l'heure. Donc c'est toute une île qui est sinistrée, un tiers de la richesse totale, c'est colossal. Aujourd'hui, les derniers chiffres, les dernières estimations que nous avons en perte de PIB, c'est moins 18% de PIB sur l'ensemble de l'économie corse. Donc il est bien évident que les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant sont une goutte d'eau dans un tsunami économique et social. Nous avons perdu un tiers de l'emploi touristique à ce jour. Donc il est évident qu'il y a une nécessité de réfléchir différemment à la façon dont on va pouvoir absorber ce choc touristique multiple, parce qu'il y en a plusieurs de chocs avec les différentes vagues de confinement. Et puis, un choc touristique qui maintenant est devenu un choc domestique, puisque nous sommes en hiver, que l'hiver donc est très très dur. Il n'y a pas de trésorerie, évidemment, parce que c'est la saison basse chez nous. Qu'en même temps, on a un niveau d'endettement colossal et quand même une incertitude qui demeure très profondément ancrée dans les anticipations des agents économiques.
Oui, en tout cas, des chiffres vertigineux, en effet, Marie-Antoinette. Patricia Linault, à combien s'élève la perte d'activité pour les réceptifs que vous représentez au travers de votre association? Est-ce que vous avez une estimation? Alors, chez France DMC Alliance, nous représentons des agences réceptives françaises privées. Nous avons constaté en fait une grande disparité. Celles qui sont spécialisées sur le tourisme d'affaires ont 100% de pertes. Les autocaristes sont totalement à l'arrêt. D'autres ont bien travaillé, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes celles qui sont sur le littoral ont pu travailler sur les mois d'été. En revanche, celles qui sont situées en zone urbaine ou en région, par exemple l'Île-de-France, où tout était quasiment arrêté, fermé, là, le pourcentage est vertigineux. Oui. Alors voilà, en effet, pour le bilan de cette pandémie, on va laisser évidemment ces tristes chiffres derrière nous et nous intéresser à l'année qui commence avec notre rubrique « Demain, quelle reprise ?» Didier Arinault, la reprise dans le tourisme est fortement, pour ne pas dire totalement, corrélée à l'arrivée d'un vaccin, sauf que, évidemment, les choses ne semblent pas si simples. Deux scénarios semblent aujourd'hui s'affronter. Ceux qui disent qu'une fois que le vaccin est là, le tourisme va vite repartir. Et puis ceux qui disent au contraire, cela va mettre du temps à repartir, cela va même peut-être mettre des années pour retrouver des niveaux antérieurs. Didier, elle est où la vérité aujourd'hui? Alors la vérité, elle n'est pas dans le fait que les voyageurs aient renoncé à découvrir de nouvelles destinations, à se déplacer pour leurs vacances. Ça, évidemment que non. D'ailleurs, dans toutes nos enquêtes, on démontre qu'il y a une envie, une appétence au voyage, à la rencontre. Et tous ceux qui ont été frustrés de ne pas pouvoir partir en vacances à l'étranger ou au sein de nos territoires d'outre-mer ou de nos îles, il y a cette envie qui subsiste. En revanche, il y a aussi un certain nombre de contraintes. Et les contraintes, elles sont liées au risque sanitaire. Elles sont liées aussi dans la venue des clientèles internationales aux mesures qui seront prises. Quand on voit l'Australie qui parle de refaire partir ses ressortissants qu'à partir de 2022, on voit bien que cette évolution, elle dépendra à la fois du risque sanitaire, essentiellement du risque sanitaire. Pour le tourisme d'agrément, je ne crois pas du tout que notre secteur ne reparte pas. Il va repartir, c'est une question de temps. Ce que l'on ne sait pas, c'est quel est le timing. En revanche, ce dont on a la certitude, c'est qu'il y aura une reprise, car ça fait partie des besoins fondamentaux des individus sur cette planète. On voit que chaque fois qu'il y a une augmentation de 1% du PIB, il y a une augmentation de 2% des voyages. Et la reprise, elle a déjà démarré, même si c'est une reprise à l'interne. En Chine, elle va reprendre peu à peu dans les endroits où il y aura une certaine sécurité sanitaire. Et pour nous, on l'a vu cet été, on le verra encore au printemps ou cet été 2021, il y a la volonté de partir en vacances dès que les Français, mais aussi les Européens le pourront. Et la grande force de la destination France, c'est que nous avons un marché intérieur dynamique. On l'a vu cet été, alors que 40% des Français partaient en vacances dans leur région d'habitation ou dans les régions de proximité. On est passé à 54%. On l'a vu aussi avec nos voisins européens. Dès qu'ils ont eu la possibilité, ils ont franchi la frontière. Certains ne sont pas allés très loin d'ailleurs, et ça a été une belle opportunité pour des régions comme de l'Est de la France ou du centre de la France qui ont vu les Belges, les Néerlandais, les Allemands venir en s'éloignant pas trop de la frontière et en se disant si on tombe malade, on rentrera chez nous plus facilement. Donc on voit que ce marché, les destinations doivent se préparer à conquérir, à fidéliser les clientèles de proximité, de périproximité, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient européennes. En tout cas, c'est un message encourageant, ça, Didier, qui s'appuie en effet sur la résilience de notre secteur, qui a toujours prouvé sa faculté à rebondir dans les crises précédentes. Donc, vous nous dites en effet, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas cette fois-ci, même si la pandémie est évidemment un événement totalement inédit. Laurent Cormier, vous, en Auvergne-Rhône-Alpes, comment vous préparez la reprise? Comment vous l'envisagez? Quels sont les leviers que vous pouvez actionner?
Alors tout d'abord, je rejoins ce qui vient d'être dit. Les touristes, c'est nous, finalement. Donc le tourisme questionne notre mode de vie et je suis convaincu qu'on partira finalement plus demain en voyage pour oublier le monde finalement que pour le découvrir. Donc on en a foncièrement besoin, on en aura encore plus besoin, je dirais, après qu'avant. Pour répondre à votre question sur qu'est-ce que nous avons fait, évidemment, nous avons dès juin dernier mis en place un plan de relance, donc de 12 millions d'euros, qui ne s'est pas inscrit là pour les semaines à venir, mais qui s'est inscrit d'emblée sur 2 ans, 2020 et 2021, pour essayer de retrouver autant que faire se peut le PIB touristique de notre meilleure année en 2019, qui était en Auvergne-Rhône-Alpes de 8,7% du PIB de la région, ce qui représente 21 milliards de consommation touristique annuelle, 180 000 emplois. Donc ce plan de transition, il s'articule autour de 2 grands piliers. Le premier, évidemment, c'est un plan média comme jamais on a fait pour tenter de rassurer, d'inspirer, redonner le goût de l'évasion et de prendre le grand air. Et pour cela, notre région a quelques atouts. Et également des opérations de distribution pour distribution et de stimulation des ventes afin de reconquérir vite des parts de marché et aider notamment nos hébergeurs, à reconquérir ces clientèles-là. Donc, d'où d'ailleurs notre implication dans des opérations comme l'IFTM pour tenter de retrouver de nouveaux créneaux de distribution. Et on a engagé parallèlement à cela, en effet, une démarche avec les agences réceptives, avec ambition de faire vendre nos destinations françaises par nos agences de voyage françaises. Donc notre rôle là-dessus, c'est d'aider les réceptifs à la production de séjours packagés commissionnables à destination des agences de voyage. Donc ça, c'est un nouveau pilier, une nouvelle action qu'on ne menait pas jusqu'à maintenant. C'est aussi de faciliter la mise en relation entre distributeurs et vendeurs. C'est ce que nous avons entrepris, notamment avec le nouveau regroupement d'agences de voyage en ligne que préside Patricia, France DMC Alliance, où là, il nous faut véritablement embarquer nos réceptifs avec nous dans un plan marketing, car ce sont les mieux placés pour vendre nos territoires. Donc ce pilier distribution, où notamment nous multiplions les opérations publiques, privées, auprès de nos acteurs touristiques, sur notamment pour des campagnes de distribution en ligne, après avec les grandes plateformes de vente en ligne. Voilà, on essaie de mettre le curseur, j'allais dire, de manière agile, évidemment, en France, puis à l'étranger très vite, nous l'espérons, puisque la clientèle internationale dans notre région, c'est un peu plus d'un quart des séjours touristiques, donc ça pèse très lourd. Donc on essaie de trouver cet équilibre-là entre faire émerger les destinations, exister dans ce grand concert concurrentiel, et puis, d'autre part, aider directement la commercialisation des privés. Marie-Antoinette Maupertuis, comment vous, en Corse, comment la région va-t-elle pouvoir aider les professionnels? Quels leviers allez-vous actionner pour les aider à mieux reprendre? Alors nous, depuis le mois de mai dernier, nous travaillons vraiment de concert avec les offices de tourisme, toutes les fédérations de tourisme, la Chambre de commerce et d'industrie également. Nous co-construisons une feuille de route du tourisme. Elle est basée sur, je dirais, une double détente. D'abord, au regard des chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure, il faut sauver l'écosystème touristique. Avec des mesures très très fortes. Tout d'abord, au début de la crise, avec des aides en trésorerie, des aides directes, de l'avance remboursable. Mais désormais, nous travaillons aussi sur une foncière tourisme pour permettre de renforcer le haut du bilan des entreprises et permettre à des vieilles entreprises corses depuis plus de 40-50 ans, puisque ce sont des TPE familiales, de conserver leurs murs. C'est très très important. Donc il y a le plan de sauvegarde et ensuite la reprise, elle se travaille sur 3 fronts. Le front de l'investissement, bien sûr, avec de nouvelles orientations, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans le domaine du tourisme durable, avec de la formation, parce qu'il y aura beaucoup de chômeurs, et plutôt que les gens soient au chômeur ou que les jeunes qui sortent des formations soient en panne d'emploi, des plans de formation complémentaires, évidemment, financés par la collectivité de Corse, et puis évidemment des plans de communication qui font la part belle aujourd'hui au digital, avec des cibles
spécifiques. D'abord, nos marchés historiques. Il y a 70% de nos touristes qui sont d'origine continentale française et puis 30% qui viennent de l'étranger. Et nos voisins les plus proches et nos cousins, ce sont les Italiens, puisque l'Italie est à 80 km, la Toscane est à 80 km de la Corse, la Sardaigne à 11 km. Donc on travaille sur ces marchés-là. On a déjà mis aussi en place des campagnes d'early booking en direction également de l'Allemagne et de l'Autriche, qui sont un marché important pour la Corse. Et puis évidemment, l'an dernier, c'était le virus qui commandait. Et puis là, c'est le vaccin qui va commander et les campagnes de vaccination, de tests également. On axe également notre stratégie en essayant de rassurer avec des campagnes de réassurance sanitaire. On a créé une marque, Safe Corsica, parce qu'aller dans une île, c'est franchir un pas supplémentaire. Donc il y a une envie de voyage, évidemment. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il y aura une envie de grands espaces, de dépaysement aussi. On n'est pas très loin, mais il faut quand même aller dans une île. Et avec l'inquiétude qui est dans tous les cerveaux, évidemment, des consommateurs, il faut qu'on rassure. Donc, on travaille tous ensemble pour rassurer le consommateur. Et donc, nos campagnes seront à la fois des campagnes non seulement de réassurance sanitaire, mais aussi des campagnes de communication et de promotion. Mais bien évidemment, on est obligé de changer de discours. Donc rassurer le consommateur, ça c'est évidemment l'un des premiers axes de travail pour la Corse, mais on l'a compris pour l'ensemble des professionnels. Patricia Lino, quand on est réceptif, comment on se prépare à cette reprise? Didier nous l'a dit, c'est vrai que les contraintes vont faire que la clientèle étrangère va mettre évidemment un peu plus de temps à revenir, donc l'année 2021 ne va pas être simple malgré tout, on le sait déjà. Voilà, comment on fait quand on est réceptif pour anticiper ça? Alors pour anticiper, on a fait un tour virtuel du monde avec nos contacts. On a très vite compris cet été que les clientèles lointaines, comme on disait, australiens, américains, très, très lointaines, ne reviendront pas en 21 ou de manière toute petite quantité, clientèle plutôt haut de gamme. Donc on a très vite compris que nos objectifs sont vers la clientèle européenne, proche, comme on l'a dit tout à l'heure, au cas où on rentre vite à la maison. Et bien évidemment, de continuer à développer la clientèle française. Donc ce qui a été amorcé en 2020 a été très positif parce qu'il y a eu un très beau travail de promotion des régions qui ont incité les Français effectivement à partir près de chez eux. Nous pensons vraiment que cela va continuer sur 2021. Et comme nous, réceptifs français, chez France DMC Alliance, en tout cas, nous sommes vraiment des acteurs de terrain. On fabrique, on est vraiment sur du tourisme made in France et on travaille vraiment en circuit court. Donc, on s'est dit, on va adapter nos offres que l'on maîtrise déjà pour une clientèle étrangère à cette nouvelle clientèle française. Aujourd'hui, les Français ne sont pas habitués à solliciter un professionnel pour voyager en France. Il fait tout seul. Il réserve son hébergement, il réserve son château, son site de visite. Mais il n'est pas du tout habitué à solliciter un professionnel qui va pouvoir lui apporter une autre vision de la région, sortir des sentiers battus, aller rencontrer des gens qui ne sont pas ouverts au public et dont nous avons les clés pour pouvoir les emmener. Donc il y a tout ce travail qui a été fait pour pouvoir fabriquer et mettre en ligne, là, donc, actuellement, là, tout début janvier, une plateforme d'offres France entièrement sur mesure ou adaptée à une clientèle individuelle, familiale, une clientèle d'affaires également, une clientèle groupe, parce qu'on espère que les groupes vont revenir, même s'ils vont être plus petits en capacité. Donc, ce sera la première place des marchés, en fait, pour ces offres France, qui va donc être mise en ligne. C'est là très prochainement ces jours-ci, et qui va pouvoir être un outil pour les agences distributrices qui, comme on l'a dit tout à l'heure, ont un souci de fidéliser leurs clients, ont un souci d'écouler les bons à valoir, parce que, comme on l'a dit, les longs courriers, on ne va pas pouvoir les revendre, en tout cas tout de suite. Et donc, l'offre France serait vraiment quelque chose de plus à offrir au client final, en appui avec des experts terrain,
qui, eux, ont l'habitude du service client. Et pour ce faire, il y a donc tout un système à repenser ensemble. Bon, en tout cas, un bel exemple de résilience pour une reprise, évidemment, qui s'annonce compliquée, on l'a bien compris, pour tout le monde, et pour un tourisme, surtout, qui ne sera peut-être pas celui que nous avons connu jusqu'alors. C'est notre 4e et dernière rubrique, Le Monde d'après. Alors Didier Arinaud, pour beaucoup, il va de soi que demain ne sera pas comme hier dans le tourisme. Est-ce si évident que ça, Didier? Faisons en sorte que le tourisme de demain ne soit pas pire que le tourisme d'avant. Ça, c'est le premier défi. Je crois que les cartes, elles sont entre nos mains. Nous avons l'opportunité, nous, Destination France, de créer un tourisme responsable, exemplaire, plus générateur de retombées sociales, économiques, de plaisir partagé. Mais pour ça, ça suppose d'avoir une politique extrêmement active, bien raisonnée. Et notre tourisme, il dépend de 2 choses, la réussite de notre tourisme. D'abord, c'est nous différencier, nous appuyer sur l'identité des territoires, sur les habitants, sur la culture, sur le partage de savoir-faire, de savoir-être, au-delà de nos paysages et de notre offre. Et puis, ça suppose aussi d'avoir une offre extrêmement qualitative avec une démultiplication des thématisations, une structuration des filières, car ne nous leurrons pas, le tourisme de masse ailleurs continuera à exister et à se développer. Ce qu'il nous faut, c'est un tourisme populaire, parce que le tourisme populaire, à la différence du tourisme de masse, c'est un tourisme qui permet au plus grand nombre de pouvoir partir en vacances. Et ce tourisme populaire, il permet aussi d'alimenter nos destinations avec non pas une monoclientèle, mais des clientèles différentes. Donc je crois que nous avons les cartes en main, mais nous subirons une concurrence internationale extrêmement vive. Et il ne suffit pas de dire tourisme durable, tourisme durable, tourisme durable. Il s'agit de le mettre en œuvre vers un tourisme beaucoup plus inclusif, beaucoup plus proche des territoires, des habitants, des producteurs, des savoir-faire. Il est là notre défi. Oui, on a bien entendu en effet votre message. Laurent Cormier, le tourisme est perçu comme polluant, comme destructeur de sites, de culture, de patrimoine. Est-ce que la pandémie, selon vous, va encourager un tourisme plus vertueux? Est-ce qu'elle va accélérer les mutations du tourisme? Évidemment qu'elle va accélérer les mutations du tourisme. Toutes les crises accélèrent les tendances sociétales. Nous avions même, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'était pas fait exprès, bien malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien, mais nous avions anticipé cela en proclamant dès 2018 une nouvelle vision pour développer finalement ensemble ce qu'on appelle un tourisme plus durable et plus bienveillant. C'est quoi? Aujourd'hui, on passe clairement d'un tourisme de récréation à un tourisme de régénération. Régénération de l'être humain, de chacun d'entre nous. On veut des choses plus éthiques. On veut, le monde des loisirs nous entraîne en permanence vers une quête de sens. Régénération de l'environnement, ça va de soi. En ce qui nous concerne, on ne va pas pouvoir demain continuer à vendre, j'allais dire, ou promouvoir les Alpes si la perception de tout un chacun est que les gestionnaires de ces destinations-là ne prennent pas suffisamment en compte dans leur développement l'empreinte carbone ou le réchauffement climatique. Et puis, régénération enfin de notre modèle économique, ça a été dit déjà un petit peu tout à l'heure, on voit bien qu'il y a des modèles qui sont à bout de souffle. Donc en fait, dans notre plan de relance, en ce qui nous concerne, on a accéléré cette vision vers un tourisme plus durable et plus bienveillant. Nous avons créé dès l'an dernier un fonds de dotation dont l'objectif est de prendre à bras-le-corps des sujets d'intérêt général, comme un tourisme plus accessible au plus grand nombre. Demain, le pouvoir d'achat va sans doute être en berne. Un tourisme plus de proximité. Le rapport entre l'habitant et le visiteur va devenir central, sans aucun doute. Tous les sujets liés à la mobilité, transport partagé, toutes ces choses-là, les classes de neige, le renouvellement générationnel des clientèles à la montagne. Donc ça, c'est des mécaniques que nous avons mis en place sur des sujets un peu plus long terme pour prendre à bras-le-corps des sujets de développement bienveillant. Et puis je dirais qu'on a besoin de revoir tous nos indicateurs. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était un peu toujours plus. Demain sera pas tant plus de tourisme, mais mieux de tourisme.
C'est-à-dire que dans nos indicateurs aussi, on met en place, nous, des indicateurs dédiés au tourisme bienveillant, qui touchent justement l'emploi, les destinations éco-responsables, etc. On vient d'ouvrir un centre d'information, un numéro vert, une sorte d'information santé et bien-être, qui est un centre d'appel pour des conseils et du coaching donnés par des professionnels de la santé, des diététiciens, des nutritionnistes, qui sont formés aux bienfaits de nos territoires. Et puis, on est en train de construire une plateforme d'expérience et de services durables en ligne avec des start-up, notamment de notre région, pour essayer justement de partager ces expériences durables auprès d'une clientèle locale. Donc voilà des choses très concrètes que nous sommes en train de mettre en place et qui seront opérationnelles dès 2021. Marie-Antoinette Maupertuis, on parle de tourisme de proximité, de slow tourisme, de réduction de CO2. Pensez-vous que le tourisme doit aller absolument dans cette direction et ces sujets sont-ils l'avenir du tourisme en Corse ? Oui, alors c'est l'avenir du tourisme en Corse, de par ses dotations naturelles en actifs environnementaux, en actifs culturels. Et nous nous étions également engagés dans cette voie-là avant la crise du Covid. L'évolution des préférences des consommateurs aujourd'hui et les conséquences du Covid tentent à montrer que nous avions raison. Notre idée, c'est véritablement de mettre en place une transition à la fois écologique, mais aussi numérique du tourisme insulaire. Je dis numérique parce qu'il faut articuler tous les opérateurs. Il ne suffit pas qu'il y ait 4 hôtels qui soient éco-responsables. Il faut que toute la chaîne de production touristique devienne éco-responsable. Il faut qu'on soit inclusif, bien sûr, parce que le touriste également devient acteur du développement durable. C'est important. Et puis, il faut une acceptabilité aussi sociale du tourisme dans des sites où parfois la population touristique multiplie par 10 le nombre de personnes sur le site en question. Donc, nous sommes engagés sur ces voies-là. Notre idée aujourd'hui, après la crise Covid, on n'en est pas encore complètement sorti, c'est que le consommateur va redevenir voyageur. Le voyage, c'est une découverte. L'idée, c'est une expérience. Et nous, on doit tenir notre promesse, c'est-à-dire une promesse de découverte de nouveaux endroits, de nouveaux espaces naturels, découverte aussi de notre culture, c'est-à-dire une expérience, un échange surtout, la qualité de la relation aussi, de la relation humaine va être très très importante dans un contexte qui va faire suite à une crise où les gens sont restés confinés chez eux, ont peur des autres. Je crois qu'il faut réapprendre à travailler ensemble, à échanger et à partager. Et donc notre production touristique sera orientée vers ces fondamentaux-là, ces valeurs-là, l'hospitalité, la solidarité, la confiance et le partage. Je crois véritablement que c'est ce que nous voulons faire, mais il ne suffit pas d'évoquer des mots, il y a un véritable plan qui est mis en place avec un soutien notamment de l'État, de l'ADEME en particulier, pour la transition énergétique. On a bien compris, Marie-Antoinette, on a bien compris en effet la stratégie globale qui va en effet de plus en plus vers ces sujets que nous avons évoqués. Pour finir, j'aimerais demander à Patricia Lino, je le disais, vous représentez les réceptifs. Patricia, à votre échelle, que faudrait-il changer pour accélérer la mutation du tourisme ? Alors, je pense qu'il faut qu'on repense tous ensemble. Parce qu'on a entendu, effectivement, les gestionnaires de destination sont déjà très, très avancés sur la promotion de leur territoire. Nous vendons déjà les territoires. On est prêts, nos offres sont prêtes. Nous, producteurs, c'est bon, on est prêts à redémarrer. En revanche, on peut avoir des beaux produits. Mais si on n'a pas les clients, ça va nous poser des petits soucis. Donc je pense que là, ensemble, tous ensemble, il faut absolument qu'on repense aux canaux de distribution. C'est ce que nous avons imaginé et c'est ce que nous développons donc dès ce début de 2021. Les agences distributrices sont l'un des canaux, bien évidemment. Comme on l'a dit tout à l'heure, on doit fidéliser nos clients, on doit aussi écouler nos bons à valoir. En revanche, aujourd'hui, les agences ne sont pas prêtes à vendre du produit France, tel que nous le fabriquons, tel que nous voulons le proposer aux Français. Donc pour ça va passer par des formations que nous allons proposer aux professionnels.
Donc entre pros, nous serons capables d'organiser des éductours, des webinaires, effectivement pour les former à nos produits, qui sont des produits qui mettent en avant toutes les thématiques imaginées, toutes les régions de France. Donc nous avons le savoir-faire, nous devons les former pour qu'eux soient vraiment les relais auprès du client final. Et puis il y a forcément d'autres canaux de distribution qui ont été imaginés, des prescripteurs et en particulier les hôteliers, avec qui nous avons passé des contrats de partenariat avec différents groupements et qui eux aussi, grâce à une technologie nouvelle que nous avons développée chez France DMC Alliance, eh bien, nous allons pouvoir avoir un nouveau canal que les hôteliers vont pouvoir être nos prescripteurs, vont nous recommander, puisqu'ils n'ont pas le droit de vendre, hein, bien évidemment. Donc là aussi, je pense qu'ensemble, il faut absolument que nous repensions à tout ce réseau collaboratif, hein, public-privé, de manière à ce qu'on arrête de se poser des questions, on arrête d'être cloisonnés et qu'ensemble, on puisse enfin faire la promotion de la France, vendre la France aux Français. Un dernier petit point. Très vite, Patricia. Pour que les clients français aient envie d'acheter le produit France, il faut leur suggérer. Et pour ça, nous allons avoir besoin de communication. Parce que nos Français savent qu'est-ce qu'un réceptif lorsqu'ils vont à l'étranger. Ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir exactement le même niveau de service ici en France. Donc nous allons avoir besoin de cette communication vers le grand public. Merci beaucoup Patricia. On arrive au terme de ce premier épisode des ateliers d'IFTM. Je voulais évidemment remercier nos 4 intervenants et puis vous remercier, vous, les internautes, de nous avoir suivis. Je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne des émissions, je vous invite à vous connecter sur nos réseaux sociaux @IFTM et à vous abonner à notre newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.